l'histoire et la persécution des Juifs yéménites. Je suis très enthousiaste de tourner le deuxième épisode de ma série sur la persécution des Juifs dans les pays arabes. Le premier épisode portait sur la communauté juive marocaine, car c'était la plus grande communauté juive du monde arabe. Aujourd'hui, je me concentre sur les Juifs du Yémen. Pourquoi ? Eh bien, pour expliquer cela, je dois vous dire où je me trouve. En ce moment, je suis à Sharaïm, un quartier yéménite dans la ville de Rehovot. Ma grand-mère a vécu la majeure partie de sa vie à Rehovot, et elle est enterrée ici. Mon grand-père vit toujours ici. Je suis né à Rehovot, et quand j'étais plus jeune, ma grand-mère disait parfois « Peut-être que tu épouseras une fille yéménite. » Elles sont très belles. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Est-ce une raison suffisante pour faire cette vidéo ? Peut-être pas. Mais commençons. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des plus anciennes, des plus fascinantes et des plus uniques communautés juives du monde, la communauté juive yéménite. Une communauté qui a survécu à des milliers d'années d'isolement, d'oppression et de pauvreté, et qui a tout de même préservé ses traditions et sa fierté juive. Je filme au centre du patrimoine juif yéménite, ici à Rehovot. C'est une maison dédiée à un monde qui n'existe plus. Je vais essayer de vous en montrer autant que possible, et j'espère que vous viendrez visiter un jour. Les Juifs yéménites font partie des plus anciennes communautés juives. Selon leur propre tradition, les Juifs sont arrivés au Yémen à l'époque du premier temple, peut-être même du temps du roi Salomon. Une ancienne inscription sabéenne prouve qu'il y avait une présence juive dans la région que nous appelons aujourd'hui le Yémen, il y a au moins 2500 ans. Mais que faisaient les Juifs au Yémen il y a 2500 ou même 3000 ans ? Voici quelque chose d'intéressant et d'important. Il y a des versets dans la Bible sur lesquels des visions du monde entières ont été construites. 1 ou 2 versets qui sont devenus des mouvements religieux entiers. Certains sujets évoqués des dizaines de fois dans la Bible ne sont presque plus abordés aujourd'hui. L'un de ces sujets oubliés, l'encens. L'encens est mentionné plus de 60 fois dans la Bible. Pas comme un détail secondaire, mais comme une partie centrale du culte et du service divin. Cela avait une signification symbolique profonde, liée à la sainteté, aux prières, à la présence de Dieu et à la relation entre les humains et le divin. La fumée odorante qui s'élevait symbolisait les prières montant vers le ciel. Comme il est dit dans les psaumes, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. On disait aussi que l'encens arrêtait les épidémies. Il se tint entre les morts et les vivants, et la peste fut arrêtée. Il était offert 2 fois par jour, le matin et entre les 2 soirs. Et d'où venait l'encens ? Des arbres et des plantes de la région du Yémen. Le commerce de l'encens a probablement amené les Juifs au Yémen à l'origine. Après la destruction du deuxième temple juif en l'an 70, les Juifs ont remplacé l'encens et les sacrifices par des prières. Au même moment, l'Empire romain a trouvé des alternatives moins coûteuses et s'est finalement converti au christianisme. En conséquence, les Juifs yéménites ont été presque entièrement coupés du reste du monde juif. Et pourtant, pendant des centaines d'années, sans contact avec d'autres communautés juives, les Juifs yéménites ont préservé l'hébreu ancien, la halakha traditionnelle et des coutumes uniques. Ils ont été à peine influencés par le judaïsme européen ou nord-africain. Le judaïsme est une religion de règles, il y en a des milliers et des milliers. Et de manière générale, le monde juif peut être divisé en 3 traditions. Ashkénazés, les Juifs d'Europe, Mizraïm, les Juifs des pays musulmans, et les Yéménites. Une autre caractéristique clé de la communauté juive yéménite, c'est qu'ils n'ont jamais fait partie de la société musulmane dominante. Dans d'autres communautés juives, il y a eu des périodes favorables et des périodes difficiles. Un juif marocain sur 2 vous dira que son oncle était le conseiller du roi. On dirait que les rois marocains avaient des milliers de conseillers juifs. C'est ce que faisaient les Juifs au Maroc, ils conseillaient les rois. Mais au Yémen, ce n'était pas le cas. Il y a eu des périodes difficiles et il y a eu des périodes horribles. Et pourtant, les Juifs yéménites ont créé un monde riche de poésie, de savoir et d'art. Sous la domination musulmane, les Juifs yéménites étaient considérés comme Ahl el-Kitab, les gens du livre, donc ils bénéficiaient d'une certaine protection.
Ils restaient des dhimmis, citoyens de seconde classe soumis à des taxes spéciales, de fortes restrictions sociales et privés du droit de construire de nouvelles synagogues. Au XIIe siècle, sous le règne du roi El-Mahdi, l'une des pires périodes de l'histoire des Juifs yéménites eut lieu. Conversion forcée, destruction de communautés et terreur. C'est alors qu'une des plus grandes figures du judaïsme est intervenue, Maïmonide, le Rambam. J'ai parlé de lui dans la vidéo sur le Maroc. Depuis l'Égypte, Maïmonide a écrit une longue lettre aux Juifs du Yémen, l'Igeret Taïman, la lettre aux Yéménites. Écrite en 1172, elle répondait à de graves persécutions et à des tentatives de conversion forcée des Juifs à l'islam. Dans la lettre, il offrait des encouragements, louait leur foi, critiquait sévèrement l'islam et affirmait qu'une personne forcée de se convertir restait juive dans son cœur. Il termina la lettre par une promesse que le Messie viendrait et que la vérité triompherait. L'Igeret Taïman, la lettre adressée aux Yéménites, est devenue un document fondamental de autorité spirituelle en période de crise. Alors que la majeure partie du monde juif a évolué au-delà des enseignements de Maïmonide, le Rambam, les Juifs yéménites sont restés fermement attachés à sa voix. Mais Maïmonide n'était pas yéménite. La figure spirituelle et culturelle la plus emblématique du Yémen était Shalom Shabazi, un poète du XVIIe siècle. Il écrivait en hébreu, en arabe et en judéo-arabe. Oui, il existait une langue appelée judéo-arabe, et à la fois Maïmonide et Shabazi l'utilisaient. Shabazi a vécu des expulsions et des catastrophes, mais sa poésie était pleine d'espoir et de foi. L'une de ses chansons les plus célèbres est Himni Nalou, interprétée par de nombreux artistes, y compris la chanteuse israélienne bien-aimée Ofra Hazar. Dans les années 80, elle est devenue un succès international, mais je mettrai un lien ci-dessous vers la plus belle version. Pendant la vie de Shabazz, en 1679 survint l'une des pires catastrophes que les Juifs du Yémen aient jamais connues, l'expulsion de Maouza. L'imam El-Mahdi Ahmed a émis un décret brutal. Les synagogues devaient être détruites, la prière publique interdite et les Juifs expulsés, car le Yémen était considéré comme trop sacré pour la présence des Juifs. Au début, les Juifs devaient en choisir entre la conversion ou la mort. Finalement, le décret a été modifié pour imposer l'exil. Les Juifs ont été déportés à Maouza, une région désertique du sud du Yémen, où la température peut atteindre 50 degrés. Au cours de cette année-là, les 2/3 des Juifs yéménites sont morts de faim et de maladie. C'est l'une des pires catastrophes juives, pourtant elle reste méconnue. Après un an, la pression économique a forcé le régime à laisser les Juifs revenir. Mais les musulmans avaient pris possession de leurs maisons et brûlé leurs livres sacrés. Les Juifs ont été forcés de vivre en dehors des villes. Une autre politique horrible a commencé au XVIIIe siècle, le décret sur les orphelins. Les enfants juifs ou chrétiens qui perdaient tant leurs parents avant l'âge adulte étaient forcés de se convertir à l'islam. La théologie islamique enseigne que tous les bébés naissent musulmans et que ce sont les parents qui les rendent juifs ou chrétiens. Donc si les parents meurent, l'enfant doit revenir à l'islam. C'est pourquoi les Juifs du Yémen mariaient leurs enfants très jeunes, pour éviter les conversions forcées. Pendant des siècles, les Juifs yéménites ont rêvé de Sion. Contrairement à d'autres communautés qui voyant la terre d'Israël comme un mythe ou une idée messianique, les Juifs yéménites la considéraient comme un objectif. La première grande vague d'Aliyah yéménite en Israël fut celle du groupe Ale Batamar. Ils ont vendu leurs biens, abandonné leur village et risqué leur vie pour atteindre la Terre Sainte. Ils sont arrivés en 1882, quelques mois avant la première vague de Juifs européens. Donc, les Juifs yéménites sont arrivés avant les colons blancs. Pourquoi sont-ils tous venus en terre d'Israël ? Parce que les Juifs, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur langue, prient en direction de Jérusalem et ressentent un lien historique, culturel et religieux profond avec la terre d'Israël. C'est même dans notre nom, Juif vient de la Judée, la région montagneuse autour de Jérusalem. En 1948, 40% des Juifs yéménites avaient déjà immigré en Israël. Aucune autre communauté juive n'a vu autant de personnes immigrer en Israël. Chaque jour, on me dit au moins une centaine de fois qu'Israël est un État colonial européen. Et quand cela arrive, je pense à ces images.
En 1947, dans la ville d'Aden, qui était sous contrôle britannique, il y a eu un pogrom. Des musulmans ont assassiné 82 juifs, incendié des synagogues, des écoles et des dizaines de magasins appartenant à des juifs. Après la fondation d'Israël, l'opération Al-Khanfei à Sharim sur les ailes des aigles a commencé. On l'appelle aussi tapis volant, mais je préfère le nom sur les ailes des aigles. Cela vient d'un verset de la Bible. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. C'est approprié non seulement parce que c'est biblique, mais aussi parce que le grand aigle est l'un des surnoms de Maïmonide, le Rambam, et les juifs yéménites étaient profondément liés à lui. Pendant l'opération, presque toute la communauté juive yéménite, soit 50 000 personnes, a été amenée en Israël. Et la compagnie aérienne qui les a transportés, El Al et, vous n'allez pas le croire, Alaska Airlines. Oui, Alaska Airlines a aidé à amener les juifs yéménites en Israël. L'un des endroits où ils se sont installés ici, à Rehovot. Même si je suis né ici, je ne connais pas vraiment ce quartier, Sharaïm. Mais mon amie Daphna est guide touristique et elle va bientôt arriver pour nous faire visiter. Halan. Non, de Motek. Donc Daphna, elle aussi guide touristique, n'est pas yéménite mais marocaine. Elle fait partie de la première vidéo. Mais elle va parler des Yéménites. Alors, Yala... Allons-y. Bienvenue à Sharaïm, le premier quartier yéménite de Rehovot. Rehovot est considéré comme l'endroit où les Juifs yéménites se sont le mieux intégrés malgré de nombreuses difficultés. C'est ici que le premier quartier yéménite dans les Moshavot a été fondé en 1908 Sharaïm, suivi plus tard par le premier Moshav yéménite, Marmorek, construit juste à côté. Alors, comment sont-ils arrivés ici? En 1908, un groupe de Juifs du nord du Yémen, des villages de Shaïdan et Tzada, est arrivé au port de Jaffa. Ils avaient entendu parler des premiers villages juifs appelés Moshavot en terre d'Israël et les considéraient comme un signe du ciel que les jours du Messie approchaient et qu'il était temps pour eux de retourner en Terre sainte. À cette époque, Rehovot était une jeune moshava, âgée de moins de 20 ans. Elle a été fondée en 1890 par des Juifs d'Europe de l'Est. Contrairement aux autres moshavot, Rehovot était complètement indépendante dès le début et ne dépendait pas du soutien financier du baron Rothschild. Or, les agriculteurs de Rehovot avaient besoin de travailleurs. Ils croyaient fermement à l'idéal du travail hébraïque, avoda ivrit. C'était à la fois une façon de reconnecter le peuple juif à la terre après des siècles d'exil, durant lesquels les Juifs étaient souvent interdits de posséder des terres, et aussi un moyen de réduire leur dépendance à la main-d'œuvre arabe. En même temps, les pionniers ashkénazes qui venaient travailler ici étaient souvent moins expérimentés en agriculture et aussi assez coûteux. Alors, quand les habitants de Rehovot ont appris que les Juifs yéménites étaient arrivés au port de Jaffa, ils ont envoyé Yodabo Odeski pour aller les inviter à Rehovot. Lorsqu'ils sont arrivés ici pour la première fois, ils n'avaient pas de véritable maison, ils vivaient sous des tentes, puis l'hiver est arrivé et ils ont été déplacés dans des granges et des entrepôts appartenant aux agriculteurs plus établis de Rehovot. Et puis la situation a touché le cœur d'un homme juif riche nommé Ephraim Zak, un Européen de l'Est qui a fait fortune à Chicago. Il les a aidés à acheter un terrain pour un nouveau quartier, Sharaïm, en leur offrant des garanties financières. Et chaque famille a reçu environ un quart d'acre de terrain. La communauté yéménite n'a jamais oublié sa gentillesse. Il l'appelait le père des Yéménites. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une rue à Sharaïm qui porte son nom, Ephraim Zaks. Vous pouvez voir ici que nous sommes à côté de l'une des 3 premières maisons de 1910 faites en terre. Ils l'ont construite avec des briques de terre crue. Vous pouvez même voir ici à l'intérieur exactement comme ils le faisaient au Yémen. Plus tard, ils sont passés à l'utilisation du grès curcar. Tout comme toutes les autres maisons construites à cette époque le long du rivage et dans la zone proche du littoral d'Israël.
Nous sommes donc dans un restaurant yéménite à Rehovot et nous mangeons de la soupe de viande yéménite. Et ça, c'est du khilba que j'ai déjà mangé. On met le khilba dans la soupe. C'est fait à partir de graines de fenugrec. Les Yéménites disent que c'est leur secret pour une longue vie. Beaucoup d'entre eux vivent au-delà de 100 ans. C'est le khilba. Ce sont des graines de fenugrec que l'on fait tremper dans l'eau, puis que l'on broie avec de la coriandre, du citron et parfois de l'ail. Et pour les femmes, beaucoup de femmes, lorsqu'elles allaitent, prennent des comprimés de fenugrec parce que cela favorise la production de lait pour le bébé. Donc, on le mange et ici, nous avons l'khoukh, qui est un pain yéménite courant. C'est un peu comme une crêpe, mais c'est salé. Et ici, vous avez le salouf, qui est un autre type de pain. Et en gros, vous prenez un morceau et vous le trempez dans la soupe avec le khilba. C'est tellement bon. Nous sommes dans une boulangerie yéménite appelée Dahari, ici à Rehovot, et nous sommes ici pour manger du jaknon. Voici le jaknon. C'est un plat mijoté lentement que l'on fait cuire pendant tout le Shabbat et que l'on mange le matin du Shabbat. C'est essentiellement une pâte roulée que l'on met dans une marmite et que l'on mange avec du choug et une sauce tomate. Et généralement, au Yémen, quand ils le mangeaient, ils le préparaient avec du samna ou samné. C'est un beurre clarifié. Aujourd'hui, il a été remplacé par de la margarine et de l'huile. Ce n'est plus aussi sain qu'avant, mais ce n'est pas grave. Les Israéliens de tous horizons raffolent de ce jaknon. Et peu importe que tu sois roumaine, russe, éthiopienne ou marocaine, tu prépares du jaknoun presque chaque Shabbat. Derrière moi se trouve la boutique d'épices Gadassi. Ici, on peut trouver les meilleures épices yéménites et aussi des épices non yéménites. Il y a toujours beaucoup de monde. L'une des spécialités yéménites courantes que vous pouvez acheter ici, c'est le djeil. Le djeil est un mélange de noix et de graines grillées. Et depuis l'époque où les Juifs étaient au Yémen, les hommes avaient l'habitude de s'asseoir chaque matin de Shabbat en cercle, par terre, sur des coussins, et de chanter ensemble des chants de Shabbat exprimant leur nostalgie de Sion. Et entre les chants idéal. Aujourd'hui, de nombreux cafés et restaurants l'utilisent comme un ajout à la salade. C'est excellent. D'accord, donc une vidéo sur les juifs yéménites ne peut pas être vraiment bonne sans cat. Tu le prends et tu le mâches pendant 3-4 heures. Donc, nous avons parlé de l'histoire des Juifs du Yémen, et nous vous avons montré le quartier et la nourriture. Mais les Juifs yéménites sont aussi très célèbres pour leur danse. Et Daphna est danseuse, donc peut-être que tu peux nous montrer le pas yéménite Zaatemani. Oui, bien sûr, c'est une danse que l'on fait toujours en cercle.
Et chaque fois qu'une de mes amies yéménites se marie et que j'entends qu'ils mettent de la musique yéménite, je cours sur la piste de danse et je les rejoins toutes. Et ça devient de plus en plus rapide. J'adore ça. Montre-nous. Oui. Alors, d'abord, nous avons les pas de base. C'est en restant au même endroit, d'accord? On passe d'un côté à l'autre et on le fait en cercle. D'accord, donc il y a des gens qui me rejoignent et ça ressemble à ça. D'accord, donc nous sommes revenus au centre du patrimoine après avoir marché un peu dans Sharaïm. Et l'une des choses qui saute vraiment aux yeux, c'est que l'on voit beaucoup de synagogues, comme si chaque troisième ou quatrième maison était une synagogue. Pourquoi les Juifs yéménites ont-ils autant de synagogues? Donc, dans la tradition yéménite, ils envoient leurs enfants dès l'âge de 5 ans étudier avec le maître. C'est le professeur, et il s'assoit autour de la table avec le rouleau de la Torah. Les enfants qui s'assoient de l'autre côté du rouleau de la Torah apprennent à le lire à l'envers, et ils apprennent à lire, à chanter les bonnes mélodies et à vraiment aller à la synagogue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 13 ans, mais dès l'âge de 5 ans, tu apprends à le faire. Et puis, chaque famille veut aller à la synagogue, entendre ses enfants chanter comme ils le peuvent, comme les chantres, et il n'y a pas assez de place. Alors, on ouvre une autre synagogue, puis encore une autre, et tu te retrouves avec une rue où il y a 8 synagogues différentes pour que tout le monde puisse lire. De plus, il y a différentes communautés qui viennent de différents endroits du Yémen et elles font les choses un peu différemment. Une prononciation différente, un chant différent. Et puis cette synagogue appartient aux gens qui viennent de Haïdan et celle-ci à ceux qui viennent de Tsada, et ensuite, tu les as toutes. Oui, et c'est peut-être aussi pour cela qu'ils écrivent et lisent sans faute. Contrairement aux autres enfants juifs qui font beaucoup de fautes, Des fautes d'orthographe. des fautes d'orthographe, exactement. Les juifs yéménites le font correctement et c'est pourquoi ils n'ont pas de fautes d'orthographe. Oui, Ils témoignent vraiment que c'est quelque chose qu'ils ont à peine ou qu'ils n'ont pas du tout. Une autre chose, c'est que les Yéménites ont le het et le aïn. Ils prononcent probablement l'hébreu de la bonne manière. Quelque chose qui s'est perdu dans l'hébreu d'aujourd'hui, c'est le homus et non shumuz, et la loi et non la halot. Donc le het et le aïn sont très clairs là-bas et c'est quelque chose qu'ils very proud of. et si tu parles hébreu, tu ne peux pas le manquer. Comme lorsque tu parles avec un yéménite, alors tu l'entends très très clairement. Pour une visite avec Daphna, ces infos sont ci-dessous. Elle guide partout en Israël, pas seulement sur les juifs yéménites. Une chose que j'ai apprise sur le métier de guide, quand j'ai commencé à guider, je me stressais à propos des noms, des dates et des détails religieux. Mais même s'il s'agit d'un groupe d'archéologues ou de catholiques, au final, les gens veulent entendre parler des gens. Les touristes posent beaucoup plus de questions sur la société israélienne que sur les détails historiques. Si vous voulez un guide qui vous montrera l'histoire et la vraie vie israélienne, la nourriture, la musique, la danse, Daphna est incroyable. Sharaïm, c'est juste un des quartiers yéménites de Rehovot. Il y en a un autre, Marmorish. Nous sommes maintenant à Marmorak et il y a ici un jardin commémoratif. Les pierres de basalte ne viennent pas d'ici. Il y a des palmiers et une rue à proximité appelée Kinneret, le nom hébreu de la mer de Galilée. Il y a ici une histoire cachée sur la fondation de Marmorak, aujourd'hui un quartier de Rehovot. Un groupe de juifs yéménites est arrivé entre 1909 et 1912. Les institutions sionistes leur ont promis terre et travail dans le sud de la Galilée. Mais il y avait un autre groupe là-bas, des juifs d'Europe de l'Est, avec une idéologie très différente. Les juifs yéménites sont venus par foi et par tradition. Les juifs européens voulaient en créer un nouveau juif, socialiste, moderne et laïque. Les yéménites ont été repoussés,
forcés de vivre près de la station de pompage d'eau et ont affronté d'énormes difficultés. Le pionnier socialiste voulait qu'ils partent et les a repoussés. En 1929, les Juifs yéménites ont été forcés de quitter la Galilée et sont venus ici. Ceci est devenu la première implantation yéménite en Israël, et dans les années 1950, elle a été intégrée à Rehovot. L'histoire de Kinneret est restée une blessure ouverte, non seulement pour les 10 familles qui ont déménagé à Marmorek, et pas seulement pour les Juifs yéménites, mais aussi pour la relation entre les Juifs européens et les Juifs originaires des pays arabes. Après la grande Aliyah des années 1950, seules quelques familles juives sont restées au Yémen. Lorsque la guerre a éclaté au Yémen, les dernières familles ont fui ou ont été expulsées. Aujourd'hui, il ne reste probablement que 4 Juifs au Yémen, 3 personnes âgées et Levi Mirkavi, qui est emprisonné par les Houthis depuis 2016. Quand on parle d'otages, je pense qu'il mérite aussi d'être mentionné. Et nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour le sauver et le ramener chez lui, en Israël. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je ne sais pas ce que ça donnera au montage, mais c'était très important pour moi de la réaliser. La prochaine vidéo traitera des Juifs irakiens. Les liens vers la chanson d'Ofra Hazar, le centre yéménite, et les informations de Daphna sont ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yadabieh.